c'est quelque chose qui est très courant, que vous voyez tous les jours. Et il n'est pas rare que je vois des patients qui me disent, que je vois pour autre chose, pour une fracture, pour un canal carpien, et qui me disent ah oui, mais alors mon arthrose, ça me gêne beaucoup, mais mon médecin m'a dit qu'on pouvait rien faire, c'est l'âge. Ah, évidemment, on peut faire des choses. Et on n'est pas obligé de rester avec une arthrose qui fait souffrir, des mains qui deviennent non fonctionnelles, qui n'arrivent plus à bouger, et une impotence qui évolue, une baisse de force, des douleurs. Alors, l'arthrose prédomine au niveau des articulations interphalangiennes distales. C'est néanmoins pas toujours l'articulation qui gêne le plus. Et dans tous les cas, on n'opère pas une radio, mais on opère un patient. Donc, il y a plus d'arthrose au niveau de l'articulation interphalangienne distale, mais ce n'est pas l'articulation qu'on opère forcément le plus. Ensuite, ce sera par fréquence, ce sera l'arthrose de l'articulation trapézo-métacarpienne, la rhizarthrose, et ensuite l'arthrose au niveau de l'articulation interphalangienne proximale. Elle touche bien évidemment, vous le savez, plus les femmes que les hommes, et elle est symptomatique dans 20% des cas. Donc, au niveau du pouce, la rhizarthrose, ce n'est pas une fatalité. Et quand on a une rhizarthrose, on peut faire quelque chose et on a des traitements qui marchent vraiment bien. Il y a beaucoup de traitements. L'intensité douloureuse n'est pas du tout corrélée au stade radiologique. Et d'ailleurs, les stades qui sont vraiment les plus avancés, une fois que tout est fusionné, ça fait plus mal. Sauf que les patients ne peuvent plus bouger, qu'ils ne peuvent plus ouvrir la main. Mais quand on est vraiment à un stade très avancé, les patients ont moins mal. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et les traitements qu'on a marchent très bien. Juste un petit retour sur l'anatomie pour essayer de comprendre pourquoi et comment on fait les choses. Donc, je vous reviens là sur notre poignet tout à l'heure. Donc, on a le trapèze qui est là, le trapézoïde qui est ici et le premier métacarpien qui est là. Et donc, la rhizarthrose, c'est l'arthrose entre le premier métacarpien et le trapèze. Et c'est une articulation qui a une forme de selle avec des mobilités qui vont se faire à ce niveau-là et des contraintes qui vont jouer à ce niveau-là. Et vous voyez qu'ici, on a donc le trapèze qui s'articule d'une part avec le trapézoïde ici, d'autre part avec le scaphoïde de ce côté, et d'un autre côté avec le premier métacarpien ici. Et quand vous avez votre arthrose qui se développe, on va avoir un ostéophyte qui va venir entre le premier et le deuxième métacarpien, et ce gros ostéophyte est généralement assez douloureux quand il existe. Vous avez des petits rameaux nerveux qui passent, donc vous voyez ici le long extenseur du pouce, vous avez des petits rameaux nerveux qui passent par-dessus et vous avez l'artère radiale qui passe donc en avant, mais qui fait le tour du scaphoïde. Et pour repasser, donc il fait le tour du scaphoïde par ici, pour repasser ensuite en avant. Et bien évidemment, il faut faire attention à cette artère quand on va faire un traitement du trapèze. Donc, au niveau biomécanique, dans cette articulation, on va avoir des mouvements de flexion-extension, mais on va aussi avoir un mouvement d'antéposition qui amène le pouce en avant. Vous avez un mouvement de rétroposition qui permet d'amener le pouce en arrière, mais vous avez aussi un mouvement d'opposition qui permet de mettre le pouce en face des autres doigts, avec un mouvement combiné de pronation, de flexion et d'antéposition. Et puis, on a aussi des mouvements d'adduction qui ferment le pouce vers la première commissure et d'abduction qui permettent d'ouvrir. Et tous ces mouvements sont des mouvements qui sont appliqués dans cette articulation et qui donnent des contraintes éventuellement subluxantes sur la trapézo-métacarpienne, et en particulier quand on a une pince polycydigitale et qu'on applique une force. Et avec l'utilisation de la main, ces contraintes peuvent être à l'origine du développement d'une arthrose. Donc, quand on regarde, il y a une étude qui a montré que quand on regarde chez les plus de 50 ans, on a une prévalence de 27% chez les femmes et de 17% chez les hommes, avec un âge moyen d'apparition entre 52 et 53 ans.
Et ils ont remarqué, on le savait, mais ils l'ont montré, qu'il y avait une corrélation avec le travail manuel. Plus on va utiliser sa main, plus l'arthrose va se développer. Les mouvements répétitifs, évidemment, sont à l'origine aussi, sont également un facteur d'arthrose. Mais il y a aussi une forte prédisposition génétique, et ça, vous le savez bien, il y a des familles où il y a beaucoup plus d'arthrose. Maintenant, on a aussi des cas d'arthrose post-traumatique. Vous voyez ce trapèze qui est là, qui est complètement explosé, avec un morceau de trapèze ici, l'autre morceau qui est là. On imagine bien que même si ce trapèze est réparé, il risque de souffrir un petit peu d'arthrose plus tard. La fracture de Bennett, une fracture de la base du premier métacarpien qui passe à l'intérieur de l'articulation, dans l'articulation trapézo-métacarpienne, ligamentaire aussi, avec des subluxations qui vont avoir lieu et qui vont créer des chocs et qui vont créer une arthrose. Donc, tout ça, ça concourt à développer une arthrose, mais on va aussi avoir éventuellement une arthrose péritrapézienne. Vous avez cette arthrose qui va se développer ici, mais vous allez aussi éventuellement avoir une arthrose qui va pouvoir se développer là. Il y a une étude multicentrique qui a montré qu'on peut avoir associé à la rhizarthrose, dans 55% des cas, une arthrose au niveau scapho-trapézo-trapézoïdienne et dans 56% des cas, une arthrose entre le trapèze et M2 à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas, quand on traite une arthrose du pouce, se contenter de regarder cette articulation-là, mais éventuellement, on va avoir besoin aussi d'agir autour. Comme je vous l'ai dit, on va avoir cet ostéophyte qui va se développer à ce niveau-là. Cet ostéophyte va pousser un petit peu le premier métacarpien, et puis avec la traction du long abducteur du pouce qui va tirer à ce niveau-là, on va avoir une subluxation du premier métacarpien. Les patients, pour ne pas avoir mal, ils essayent de ne pas bouger. Donc, ils vont avoir une tendance naturelle à fermer la première commissure, à ne plus bouger ici et à ouvrir en faisant une hyperextension au niveau de l'articulation métacarpienne. Et on va se retrouver avec une première commissure qui va se fermer, une rétraction de l'adducteur et une déformation au stade ultime, comme cette main où vous avez vraiment le trapèze qui est à ce niveau-là, qui est très douloureux, une adduction complète du pouce avec une rétraction de la première commissure et le pouce qui s'ouvre comme ça. Bon, au stade avancé où tout est fusionné, il n'y a plus de douleur, mais la main est quand même un petit peu plus difficile à faire fonctionner. Donc, on va avoir une douleur mécanique au niveau de la trapézo-métacarpienne. On va avoir donc cette subluxation trapézo-métacarpienne, et puis vous allez avoir une amyotrophie. Vous voyez que les muscles, quand ils ne travaillent plus, finissent par complètement s'atrophier. Et donc, on va rechercher une douleur au niveau de la trapézométa, mais aussi au niveau de la STT. Et puis, vous avez le grading test de Swanson qui consiste à prendre le pouce et à tourner. Et vous sentez très bien quand on tourne que c'est pas quand vous le faites chez quelqu'un qui n'a pas d'arthrose, ça tourne bien et il n'y a pas d'accrochage. Quand on a une arthrose, vous allez sentir que ça accroche et qu'on a un petit accrochage. Et cette circonduction du pouce va être douloureuse. On peut avoir, quand on a une arthrose au niveau de la STT, une tendinite au niveau du fléchisseur radial du carpe qui s'associe. Donc, on va prendre les différents angles dans tous les sens. On va mesurer la force avec le grasp. Donc ça, c'est la force de toute la main, mais qui nécessite quand même le pouce. Et puis la force du pinch de la pince pouce-index. On va vérifier aussi l'opposition selon le critère de Kapandji pour vérifier la mobilité. Et ensuite, on va faire une radio. Et en fait, une radio pour le pouce, on ne va pas faire une radio face-profil du pouce pour voir la trapézométacarpienne. On va faire un face-profil de la trapézométacarpienne. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'incidence de Kapandji. Donc, on fait une face profil sur certaines articulations et ça va nous permettre de pouvoir voir le pincement articulaire, les géodes, l'ostéophyte, les ostéophytes, en particulier celui qui est entre le premier et le deuxième métacarpien, une éventuelle subluxation, des petits fragments de corps étranger et de voir si on a une arthrose STT associée. Encore une fois, les patients peuvent être très douloureux avec une arthrose qui n'est pas une radio qui n'est pas catastrophique et inversement, une radio catastrophique est un patient très peu douloureux. Donc là, vous voyez ici, on voit une subluxation, on voit un pincement et on voit cet ostéophyte à ce niveau-là. Vous voyez que là, on n'a plus du tout d'espace entre les deux avec une subluxation sur le côté. On a un autre ostéophyte ici. Il y a plusieurs classifications. Les plus connues sont la classification de Dell et de Witten-Littler. Et grosso modo, elles regardent à peu près les mêmes choses. On regarde le pincement au niveau de l'articulation, la subluxation et l'apparition de cet ostéophyte.
Donc, on commence toujours par un traitement médical. Le traitement médical, on va mettre une orthèse, généralement la nuit. Alors, il y a une revue systématique qui a montré qu'avec l'orthèse, on avait une diminution de la douleur avec un faible niveau de preuve, mais quand même, ils ont constaté une diminution de la douleur et une amélioration de la fonction à long terme avec un niveau de preuve modéré. Donc, on a une amélioration de la fonction avec ce port des attelles. On a les traitements antalgiques, on a les anti-inflammatoires pour les poussées douloureuses, et puis il y a les infiltrations, soit de corticoïdes, soit d'acide hyaluronique, qui peuvent être péri- ou intra-articulaires. Et tout ça, il faut bien évidemment commencer par faire un traitement médical. Alors après, il y a plusieurs études, des études randomisées qui ont montré que finalement, infiltration versus placebo, il n'y avait pas de différence significative. Il y a une autre étude qui a randomisée qui a montré que acide hyaluronique versus corticoïde, on n'avait pas de différence significative sur la douleur et que l'acide hyaluronique était un peu plus efficace à long terme sur la douleur au niveau du score fonctionnel. Il y a cette étude intéressante qui a montré qu'avec un traitement médical bien conduit, on avait 10% des cas où il persistait une douleur à 8-10 ans. Alors, évidemment, il y a 90% des cas où, au bout de 8-10 ans, il n'y a plus de douleur. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on laisse traîner un patient avec une douleur pendant 8-10 ans au cas où il ferait partie des 90%? Moi, je pense qu'il faut absolument faire le traitement médical parce qu'il suffit dans un grand nombre de cas. Mais parfois, si ça ne suffit pas, il ne faut pas attendre les 10 ans pour voir voilà, si ça ne suffit pas, on peut passer à autre chose. Et autre chose, on a différents traitements. Moi, le traitement que je pratique le plus souvent pour la rhizarthrose, c'est la trapézectomie plus ligamentoplastie. Et on reviendra dessus pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, quand on fait cette intervention, là, je vous ai pris, l'incision est un petit peu grande, mais ça nous permet de bien voir les choses. Hein. Donc, on repère les tendons extenseurs du pouce que vous voyez là. Ici, vous avez un petit rameau nerveux, donc on va écarter tout ça. Ensuite, on arrive sur l'artère radiale qu'on va repérer, qu'on va récliner. Et puis ensuite, on va tomber sur la capsule articulaire qui va nous permettre de retirer le trapèze qui est ici et qui est généralement assez arthrosique. Et ensuite, je vais aller prélever un demi-fléchisseur radial du carpe. Donc, il reste deux poignets. On a deux tendons qui permettent de plier le poignet, le fléchisseur radial et le fléchisseur ulnaire. On prend la moitié du fléchisseur radial, ça n'a posé de problème à aucun patient pour plier le poignet. Et on le récupère ici en arrière, puisqu'il passe juste en avant du trapèze, ça tombe bien. On le passe à travers la base du premier métacarpien ici, et on le resuture sur lui-même, et on fait ce qu'on appelle une petite anchois qu'on va mettre en interposition ici, et en le resuturant sur lui-même. Donc ça, c'est notre ligamentoplastie qui permet de maintenir le premier métacarpien en bonne position et de le stabiliser. Et vous voyez qu'on a un bon espace qui est bien maintenu, avec un pouce qui n'est pas dans le vide, mais qui est stabilisé par cette ligamentoplastie. La trapézectomie plus ligamentoplastie, c'est un traitement qui existe depuis longtemps, qui est fiable à long terme. Après cette intervention, il y a une attelle pendant 6 semaines, puis de la rééducation. Et il est bien évident que de toute façon, quels que soient les sujets qu'on a traités ce soir, c'est indispensable de faire de la rééducation derrière et d'avoir une rééducation bien conduite. Hein. Et au bout de 3 mois, les patients ont généralement bien récupéré, ils réutilisent bien leurs mains et à 6 mois, le pouce est complètement oublié. Alors, on peut avoir, quand on écarte, des petites paresthésies sur la branche sensitive du nerf radial que vous avez vu. Évidemment, comme dans toute intervention, il y a des risques d'infection. On a un risque d'abîmer le fléchisseur radial du carpe quand on enlève le trapèze, mais comme on le sait, on fait attention, ça fait partie des risques qui sont liés à l'intervention. Évidemment, cette artère radiale qui est en plein milieu, qu'on va protéger. Quand on prélève le fléchisseur radial, il s'est décrit des lésions au niveau du nerf médian. C'est quand même assez rare tout ça. Et puis évidemment, comme pour toute intervention chirurgicale, un risque d'algodystrophie. Certains chirurgiens, au lieu de faire la ligamentoplastie, mettent un petit implant, mais je ne suis pas très orientée vers les implants, donc moi je préfère faire la ligamentoplastie, ça me prend un petit peu plus de temps, mais il n'y a pas de corps étranger.
Mais on peut mettre ces petits implants pour stabiliser à la place. Sur 22 patients, dont 3 qui ont été opérés des deux côtés, il y a eu 3 perdus de vue, des patients qui venaient de loin, qui se sont fait suivre par leur médecin traitant, une patiente qui venait de Nouvelle-Zélande, il y en a une autre. Enfin, bon, donc au final, j'ai 19 patients que j'ai revus. C'est essentiellement des femmes, ça correspond aux statistiques. Hein. Donc on a 22 trapézectomies, plus ligamentoplastie. Ils ont tous eu un traitement médical en première intention. L'âge moyen était de 62 ans. Les patients avaient eu des douleurs qui ont traîné pendant en moyenne 5 ans, entre 1 et 17 ans en fonction des patients. C'était le côté dominant dans 13 cas. C'était des patients qui avaient un stade 2 ou 3 de la classification de Dell. Alors, quand on regarde au niveau de la douleur, puisque c'est quand même ça qu'on traite en première, c'est vraiment l'objectif de cette intervention. Au repos, les patients passent d'une moyenne douloureuse de 5,6 à 0,1 en post-opératoire et de 8,3 lors d'un effort à 0,8. Donc, vous voyez, on a quand même vraiment un gain en termes de douleur qui est vraiment important, significatif. Et en fait, c'est ça l'objectif de cette intervention. Au niveau des mobilités, on récupère également en termes d'amplitude et aussi en termes de force, puisque vous voyez là un grasp qui était à 17 qui passe à 27 avec un contrôle latéral à 28 et un pinch qui était à 3,8 qui passe à 4,7 avec un contrôle latéral à 5,6. Le dash qui est bon quand il est à 0, hein, c'est un score fonctionnel qui passe de 66 à 12. Donc les patients ont pu reprendre toutes leurs activités, y compris le bricolage, le jardinage, la peinture, le sport, etc. Donc c'est quand même un gain en termes de qualité de vie pour pouvoir refaire. La plupart des patients me disent qu'ils ont des difficultés pour bricoler, pour jardiner, qu'ils n'arrivent plus à écrire, enfin c'est compliqué. Donc là, ça permet de reprendre et sans douleur. Dans les complications, j'ai eu une patiente qui a une algodystrophie et une autre qui a une tendinite au niveau du FCR. Évidemment, quand on prélève un émis FCR, on peut avoir une petite tendinite à ce niveau-là qui est rentrée dans l'ordre. Certains chirurgiens mettent des prothèses au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne et on peut tout à fait mettre des prothèses. Alors les prothèses, pour une raison que je ne m'explique pas encore, ressemblent pour beaucoup d'entre elles à des petites prothèses de hanche. Ça ne me paraît pas tout à fait logique de remplacer une articulation en selle par une prothèse de hanche. Mais c'est le modèle de la plupart de ces prothèses. On a aussi des petits implants, des petites billes comme ça rondes en pyrocarbone. Alors en général, donc, à part ces petites billes qu'on met à la place, si vous voulez, de l'interposition, de la ligamentoplastie, hein, la plupart se présentent comme ça, avec un implant dans le trapèze, un autre dans le méta. Alors évidemment, ça ne règle pas le problème au niveau de la scaphotrapézo-trapézoïdienne s'il y en a une. Et puis, au niveau des résultats, évidemment, en fonction des équipes, en fonction des études, on va avoir des résultats qui seront un petit peu controversés, qui seront les uns dans un sens, les autres dans l'autre. Donc, certaines études vont vous dire que celle-ci, par exemple, il y a des meilleurs résultats avec les prothèses. Ça, c'est une revue. Mais avec des indications qui sont limitées. Donc, ça dépend de la hauteur du trapèze. Il faut une bonne qualité osseuse. Bon, en général, on a souvent des personnes âgées, donc la qualité osseuse est un petit peu moins bonne. Une autre étude qui nous dit qu'il n'y a pas de différence à long terme, mais que la prothèse est réservée pour des grades 2 et 3, pour des patients jeunes avec un bon os, un bon trapèze et un chirurgien qui a l'expérience. Une autre étude qui nous dit que il n'y a pas de différence fonctionnelle à long terme, que les résultats sont inconstants avec la prothèse et qu'on a quand même des décèlements jusqu'à 50% selon les études, puisque ça c'est une revue qui regardait plusieurs résultats. Donc c'est quand même des risques qui sont liés à la prothèse qui ne sont pas négligeables. Là on a une étude qui retrouve 10% de chirurgie de révision à 10 ans. Et celle-ci qui nous montre des résultats fonctionnels inférieurs avec des disques en pyrocarbone. Tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle moi j'ai plutôt tendance à faire des trapézectomies plus ligamentoplastie, puisqu'on a des résultats qui sont assez fiables. On a les mêmes complications avec les prothèses, mais en fonction des études, on a un risque de décèlement qui est entre 10 et plus de 50% à 6 à 10 ans.
des risques de fracture de trapèze, des risques de fracture du métacarpien. On peut avoir un recul de l'implant dans le trapèze, en particulier si on a un mauvais os. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait qu'il faut quand même un bon os. Ça, c'est une patiente que j'ai vue ce matin avec, vous voyez, sa cupule qui n'est pas du tout dans le trapèze, qui est complètement à l'extérieur. Elle a été opérée il y a 1 mois, évidemment ça ne va pas, donc je vais lui enlever sa prothèse. Et évidemment des risques d'infection comme pour toute intervention chirurgicale. On a aussi la possibilité de faire une arthrodèse entre le trapèze et le métacarpien. Alors ça, c'est beaucoup moins pratiqué, puisqu'on a d'autres solutions, que ça perd quand même en mobilité. Alors pour faire ça, on peut utiliser des broches, des vis et des plaques. Cette intervention, c'est bien de savoir la faire. On en a besoin dans certains cas, mais les indications sont rares. Et c'est vrai que moi, je la réserve surtout à des patients tétraplégiques, chez qui on a besoin d'avoir le pouce en bonne position pour avoir une pince quand on réanime, quand on fait des transferts tendineux, pour réanimer la pince. D'avoir le pouce qui est déjà préparé en bonne position, ça nous permet de faciliter les choses. Mais dans certains rares cas, on peut avoir besoin de faire une arthrodèse. Voilà. Quand on fait donc un traitement de la rhizarthrose, on peut avoir besoin de faire un geste associé. Si vraiment la première commissure est très rétractée, on peut avoir besoin de faire une plastie de la première commissure ou une libération de l'adducteur. C'est quand même assez rare qu'on ait besoin de le faire, même si elle est légèrement plus refermée, on n'a pas toujours besoin d'intervenir. Quand on a une hyperextension au niveau de la métacarpophalangienne, on peut faire un geste qui va permettre de stabiliser un petit peu en légère flexion pour éviter que le pouce reparte trop en hyperextension. Là encore, on le fait si c'est vraiment gênant, mais on n'est pas toujours obligé d'intervenir à ce niveau-là. Et puis, parfois un canal carpien. Alors ça, je l'ai fait, je ne le fais plus. Quand j'ai un canal carpien associé à une rhizarthrose, c'est assez fréquent que les patients puissent avoir ces 2 pathologies, mais il y a plus d'algodystrophie, et donc je préfère faire ça en 2 temps. Le canal carpien, ça va assez vite, le patient va se remettre assez rapidement. C'est plus long la récupération suite à une rhizarthrose. Donc en général, je fais le canal carpien dans un premier temps, et puis dès que ça va bien, on va pouvoir faire l'autre. Mais les 2 en association, je les fais pour rendre service aux patients, et il y a un peu plus d'algodystrophie. Après, on a aussi la possibilité de faire des gestes de trapézectomie partielle et éventuellement sous arthroscopie, avec notre petite fresque que vous retrouvez, éventuellement faire une interposition sous arthroscopie également. Et puis, il y a des petits implants comme ça qu'on peut aller mettre. Alors tout ça, ça fait partie des possibilités, en particulier pour un patient jeune. Je ne vous dis pas jamais, mais voilà, en fonction des cas particuliers des patients, on va faire des choses qui seront éventuellement adapté au cas par cas. Pour les dysplasies du trapèze dont je vous avais parlé, si l'arthrose n'est pas avancée, si on est à un stade débutant et qu'on a une douleur, mais qu'on n'est pas à un stade arthrosique avancé, on va pouvoir essayer de redonner sa forme un peu plus normale au trapèze en prenant un triangle osseux au niveau du premier métacarpien et d'aller le glisser par une fente là dans le trapèze pour lui redonner une forme plus habituelle. Et donc on va prélever comme ça avec une petite scie un petit triangle et aller le glisser au niveau du trapèze. Et là donc vous voyez le fragment qui a été prélevé qui va rentrer à ce niveau-là. Ça, on va le faire tenir en compression, et puis le premier métacarpien, on va le faire tenir avec une petite plaque. Donc, en conclusion, il n'y a pas de parallélisme entre la sévérité de la radio et la clinique. Ce n'est pas une radio qu'on opère, c'est un patient. On commence toujours par faire un traitement médical d'abord. Et si le traitement médical ne fonctionne pas, à ce moment-là, on passe à la chirurgie. Et en fonction de l'âge, du contexte, des impératifs, etc., on va pouvoir avoir recours à toutes ces possibilités thérapeutiques que je vous ai décrites, sachant que si ça s'y prête, de préférence, je vais plutôt proposer une trapézectomie plus ligamentoplastique qui a vraiment des résultats fiables et très bons.